Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, du coup à la fois dans nos locaux et à distance. Je vais commencer par me présenter. Je suis Anthony Mater au sein du cabinet Rhapsody Conseil. Je suis le directeur en charge de l'activité paiement et du coup je suis ravi de modérer cette table ronde pour le coup autour du sujet de l'omnicanalité. On va commencer tout simplement par des sujets d'expérience client, des bénéfices et risques de l'omnicanalité, de comment rendre son SI omnicanal, et finalement aussi les témoignages et les conseils qu'on peut donner en séance pour comment bonifier son omnicanalité, ou en tout cas peut-être mieux la gouverner. On va voir ces ensembles d'éléments-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être commencer par faire un tour de table, un petit guide des bonnes pratiques, etc. Donc, je te passe la main, Jean-Michel, juste pour commencer à te présenter. Après, on va faire le tour. Ah bah moi, Même si tout le monde te connaît. Moi, je suis Jean-Michel Chalabat, donc je suis le délégué général. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour ce premier webinaire thématique de l'année. Voilà, on se retrouve bientôt. Bertrand. Bonjour à tous, Bertrand Pinault, je travaille à la FEVA de la Fédération e-commerce vente à distance et je suis ravi également de participer à ce sujet qui, on le verra dans quelques chiffres que je présenterai, est d'un intérêt éminent cette période compliquée. Bruno, vas-y. Enchanté, Bruno Tardy, donc senior manager chez Rhapsody Conseil en charge de l'équipe architecture. Donc voilà, je porterai la vision un peu SI et IT lors de cette table ronde. Vas-y, je t'en prie. Yves Nussy, je dirige l'expertise Digital Payment au sein du cabinet et à ce titre, aujourd'hui, on va parler forcément d'omnicanalité, de notre vision par la casquette de l'expertise paiement. Merci. Alain, maintenant pour toi. Bonjour à tous, Alain Lefebvre, transformation finance du groupe Rocher, donc au sein de la direction financière, donc à travers deux volets finalement, autour d'actions de contribution ou de prescription, un volet dématérialisation et process pour l'accompagnement des équipes en back-office, et puis autour du paiement qui nous réunit aujourd'hui, notamment à travers la mise en place d'une gouvernance des paiements, et puis des accompagnements, des aides, des approches autour du commerce et de la trésorerie. Merci Alain. Du coup, la question que je souhaitais présenter aujourd'hui, ça me paraissait être une question importante parce qu'on a beaucoup entendu parler du dual canal, du multicanal, du cross-canal, du commerce unifié, de l'omnicanalité, du no-canal. J'entends même le full funnel maintenant, voilà, c'est un des nouveaux termes qui vient d'apparaître. Et finalement, ceux qu'on voit le plus sur le terrain, ce sont les prestataires de services de paiement dans les événements de paiement. Donc c'est un champ lexical qui est beaucoup repris de la part d'ensemble des éditeurs et des prestataires. Et moi, la question qui m'intéressait finalement, est-ce que ce sujet d'omnicanalité, c'est vraiment un sujet de prestataire? Parce que même si ce sont eux généralement qui en parlent de par leur solution, tout simplement de service, plus rares sont les retours qui sont faits d'expérience, en tout cas de l'entreprise. Le tout, c'est de savoir, effectivement, est-ce que c'est un sujet à tout simplement à déléguer au champion du paiement ou tout simplement au champion de la caisse ou un des champions qui a une solution de service, je veux dire, reconnue sur le marché, ou alors on a aussi une préparation importante à faire, ou une gouvernance, ou tout simplement une construction à faire dans l'entreprise. En tout cas, qu'est-ce que ça demande comme voilà. C'est important dans ce contexte-là. La question que je pose me semble fondamentale, c'est quelle est votre perception naturellement de l'omnicanalité. Mais avant ça, c'est peut-être important aussi pour toi Alain, de reposer le contexte et de la présentation de Groupe Rocher, parce que forcément, on va venir derrière parler des cas d'application autour de cette expérience. Donc je te propose naturellement d'introduire par cette présentation de Groupe. Très bien. Donc le groupe Rocher, juste pour faire connaissance pour ceux qui le découvrent ou ceux qui le connaissent déjà, donc avec les lettres clés Reconnect People to Matter. Le groupe Rocher aujourd'hui est présidé par Brice Rocher, qui est le petit-fils de Monsieur Yves Rocher, donc une entreprise, un groupe familial, qui est aujourd'hui composé de 9 marques que vous voyez. Donc on a Yves Rocher, traditionnellement, historiquement, Arbonne,
Petit Bateau, Stanome, Dr Pierrico, Kyotis, Savon, Flormar et Isabelle de Rouanet. Donc la plupart des marques sont des marques distributeurs et d'autres sont effectivement inclus dans celle-ci. Globalement, finalement, le groupe Rocher, c'est un groupe familial, comme je le disais, avec ses 9 marques. C'est vraiment au service des hommes et des femmes pour le bien-être de chacun et tous réunis par des valeurs fortes pour effectivement qu'il y ait une mission commune. Donc la mission commune autour de Reconnect People to the Nature, ce qui est très clair, c'est qu'on croit véritablement à l'impact positif de la nature sur notre bien-être quand on est connecté et que l'on peut contribuer donc à l'environnement. Donc le groupe Rocher depuis toujours, depuis son origine, s'engage auprès des hommes et des femmes à travers ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses clients. Donc c'est une chaîne importante de communication et d'action. Donc globalement, il y a 4 valeurs finalement dans le groupe qui aujourd'hui sont éclairées et qui sont présentes depuis très longtemps, depuis le début du groupe. C'est des valeurs d'engagement pour la nature, la première d'elles. La deuxième, c'est le respect pour nos communautés. Quand on parle de communauté, on parle effectivement de nos clients, de nos fournisseurs, de nos collaborateurs et de tous les partenaires avec lesquels on peut travailler. Une troisième valeur autour de l'exigence sur la création de richesse. C'est important de faire des choses qui soient belles, utiles. Et la quatrième valeur qui est assez majeure, c'est la passion pour le bien-être que l'on peut retrouver à travers chacune de nos marques et partout dans le monde. Donc globalement aussi, et c'est souvent d'actualité, on entend beaucoup sur les marchés et puis la pandémie ou toute autre forme d'action qui sont arrivées. Nous avons le groupe Rocher des ambitions pour la RSE qui est pratiquée depuis toujours, les horizons 2030, avec un développement responsable pour créer de la valeur avec nos parties prenantes. Donc le groupe Rocher, effectivement, est un acteur pour la transformation positive du groupe à travers ses marques, à travers ses collaborateurs qui portent aussi cette stratégie RSE. Et juste pour exemple, le groupe travaille pour une certification B Corp d'ici 2015 sur des valeurs et des points importants autour des domaines de gouvernance, d'équipe, d'environnement, de communauté et de clients. Donc des sujets RSE toujours présents au sein du groupe Rocher. Quelques KPI à travers les activités du groupe. Aujourd'hui, il y a 4 secteurs d'activité: cosmétique, textile, embellissement de la maison et bien-être. Juste pour donner quelques informations statistiques et KPI pour le groupe, c'est 2 milliards 600 millions de chiffre d'affaires pour l'année 2020. C'est à peu près 17 000 collaborateurs sur le groupe dans le monde. C'est quasiment 600 millions de produits fabriqués chaque année dans nos usines bretonnes pour la plupart. Et puis, on a effectivement une présence dans le monde, dans 120 pays, et un chiffre d'affaires qui finalement est assez réparti. En France, 25% du chiffre d'affaires avec une part belle à la marque Yves Rocher. On a 33% en Europe hors France, 30% en Amérique, et puis 12% pour l'Asie et l'Afrique Moyen-Orient. Donc voilà l'équilibre aujourd'hui, pour l'instant, sur les données 2020 du groupe Rocher. Quelques informations en matière de retail. Aujourd'hui, le groupe compte près de 4300 points de vente. Donc des points de vente essentiellement auprès des marques Yves Rocher, Petit Bateau, Flormar et Sabonne, puisque vous savez, vous allez le découvrir dans les diapos qui vont suivre, mais le groupe Rocher est présent sur beaucoup de canaux de vente directe, de retail, d'e-commerce, de moto, etc. Donc ça donne effectivement beaucoup de canaux de distribution, beaucoup de choix pour nos clients partout dans le monde. Donc voilà rapidement pour quelques informations autour du groupe Rocher. Merci pour ces bases. Effectivement, on est déjà sur des dimensions, je veux dire, assez colossales qui seront proportionnelles aux enjeux que tu as sur l'omnicanalité. D'autres éléments de contexte qui paraissent importants aussi, peut-être Bertrand de ton côté, de nous donner une autre prise de recul. Oui, merci Alain pour cette présentation. Rocher, c'est effectivement un groupe emblématique en matière d'omnicanalité, on le voit. Et moi, j'ai 3 slides à vous montrer qui sont issus de la conférence de presse du T3 2021 qu'on a faite en novembre
On n'a pas encore les chiffres complets 2021, ils seront diffusés la semaine prochaine. Juste pour vous signaler un état général du marché en 2021, on voit effectivement, selon les catégories de produits, des très fortes progressions du e-commerce, avec, selon les catégories de produits, évidemment, on voit à gauche le T3, à droite sur les 9 mois 2021, qu'on compare plutôt à 2019, parce que 2020 est une année tellement atypique. Et donc, on voit très bien les secteurs qui ont surperformé pendant cette période de pandémie. Le mobilier, la décoration, l'équipement. Le PGC, c'est beaucoup de Français, des consommateurs qui sont venus à l'achat d'alimentaires en ligne. Hein. Et puis, beauté santé, voilà, produits techniques en quatrième, et également un secteur qui a extrêmement performé entre 2021 et 2019, qui est l'année de référence, 2021 étant une année un peu particulière. Je vais vous montrer maintenant ce qui est le plus intéressant, effectivement, et ce dont on va parler aujourd'hui. Je peux passer à la suivante. C'est effectivement la différence de performance entre les circuits. On voit sur ce slide que vous avez la courbe à gauche, celle du haut, ce sont les enseignes magasins, et celle-là, on va la comparer simplement à la noire en dessous, qui sont les pure players, hein, qui n'ont pas de magasin. Et on voit que cette période de forte croissance du e-commerce a principalement bénéficié aux enseignes qui avaient des canaux Internet, qui ont pu effectivement à cette occasion à transformer, enfin continuer à vendre déjà tout simplement, et puis non seulement continuer à vendre, mais surperformer considérablement par rapport aux pure players. Les pure players ont eu quand même une bonne part de croissance, mais on voit bien le caractère incontournable de l'omnicanalité dans le domaine du retail quand on traverse des périodes comme ça, et puis les comportements vont rester. Donc on voit à droite effectivement la différence entre vente internet commerce physique et vente internet pure player. On voit là aussi sur juillet, août, septembre, hein, au T3, les croissances 2021 par rapport à 2019 surtout. Hein, c'est vraiment cette comparaison-là qui est intéressante. Des croissances assez extraordinaires quand même pour les magasins qui avaient pu bénéficier de canaux internet. Voilà. Une dernière slide pour vous. Quelques prévisions sur les chiffres qu'on va sortir la semaine prochaine. On sera pas loin sur l'année 2021 de 130 milliards de chiffre d'affaires en e-commerce. Une croissance encore très forte à 2 chiffres. Et puis, la part du commerce de détail, la part du e-commerce, pardon, dans le commerce de détail, qui a pris près de entre 3 et 4 points à l'occasion de cette pandémie, là où précédemment, le e-commerce progressait, mais prenait généralement 1 point par rapport au commerce de détail. Voilà. J'en arrête là. Non, mais on peut rajouter quand même que là, on est sur l'ensemble du e-commerce. Que si on enlevait les secteurs qui continuent à être très touchés par les sanitaires du type transport, tourisme, etc., on aurait des croissances beaucoup plus élevées. Ça explique que quand on regarde cette courbe-là, enfin, de total à 15% par rapport au secteur d'activité qu'on avait tout à l'heure, là, ça paraît presque modeste, hein, mais en réalité, sur la partie produit, on est plus proche des 40% que des 15%. En fait. Exactement. Et là, c'est toujours un peu sur mon côté sudiste, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Effectivement, le e-commerce, c'est du service et des produits. Dans le service, il y a beaucoup de voyages et de transports. Ce secteur-là, oui, inutile de vous dire, vous le savez tous, qu'il est extrêmement perdu à l'occasion de cette pandémie. Alors que les produits ont fortement progressé. Voilà. Merci Bertrand. Moi, je vais essayer de le résumer en une phrase, du coup, après 3 slides. Je dirais que les transactions e-commerce servent l'intérêt des autres canaux déjà établis. En fait, quand on regarde bien les chiffres, on voit bien qu'il y a une corrélation très forte entre le point de vente physique. On parlera même peut-être de touchpoint un peu plus tard dans la présentation. Et le e-commerce, c'est pas uniquement le site de e-commerce, c'est qu'il a desservi l'ensemble des canaux dès lors où ils sont déjà en place. C'est comme ça que je l'interprète. Justement, pour aller dans le vif du sujet, vu des métiers différents qu'on a autour de la table, moi, j'ai envie de connaître quelle est finalement votre définition, votre perception à vous de l'omnicanalité. Et je pense qu'elle peut être différente. Je vais commencer par toi Alain, naturellement. Très bien. Donc, Charlotte. Donc, en fait, avant d'aborder quelques exemples d'illustrations dans le groupe, finalement, l'omnicanalité, il y a quelques mots-clés qui reviennent. Je crois que c'est assez important. C'est fluidité des parcours,
parce que on est au-delà des canaux. Donc la fluidité est quelque chose d'extrêmement important pour la relation client avec la marque. Donc on a bien quelque chose de très fort et ancré de proximité entre la marque et le client. Donc on a inévitablement un sujet de user experience ou de customer experience qui est très clair à travers le mix des canaux, où effectivement la notion de canal s'efface pour une relation de proximité, une satisfaction du client finalement. Donc juste pour illustrer un petit peu cela, en termes de définition de l'omnicanal et ce qui se pratique aujourd'hui dans le groupe Rocher, j'ai pris 3 exemples, Stanome, Petit Bateau et Yves Rocher. Donc le premier Stanome, c'est un acteur essentiel dans différents pays autour du canal de la vente directe. Donc la vente directe, ça peut être de la vente à domicile. Donc ces fameuses réunions à domicile qui ont eu beaucoup de succès. Mais comme vous le savez, avec la pandémie, ça a posé quelques soucis de se réunir. Donc il y a des nouvelles pratiques, de la digitalisation qui s'est activée. Donc on a eu une accélération finalement des outils digitaux pour l'usage du commerce. Et donc on a parlé d'e-shop avec différents parcours. Et je vais vous parler de trois parcours. Donc e-shop, pour donner une information un peu en lien avec le retail, mais sur Internet finalement. Donc on voit bien qu'on est dans un retail à masque, ou du moins dans une connexion ou dans une navigation qui est à travers les canaux. Donc la notion de recruter est importante, puisque recruter, c'est-à-dire faire connaître les produits, nos thématiques à de nouvelles clientes chez Stanome à travers l'e-shop personnalisé, et puis digitaliser la force de vente. Quand j'évoquais tout à l'heure la notion de faire autre chose que des réunions à domicile qui n'étaient pas possibles, il fallait effectivement trouver d'autres façons, d'autres approches à travers la digitalisation pour ancrer des coachs dans le social selling. Alors la notion de coach, ce sont des conseillères qui effectivement sont entre la société Stanome et les clients pour faire valoir la marque, les services et les produits. Donc, quelque part, côté Stanome France, donc c'est toujours un souhait d'améliorer l'expérience client, quand je parlais du X tout à l'heure, et puis d'améliorer cette expérience, mais pas seulement avec le client, mais entre le client, la coach et la société Stanome France. On a bien 3 acteurs clés finalement, et ce qui est important, c'est de voir comment on établit le maillage avec ces 3 acteurs sur le terrain pour que ça soit le plus fluide possible. Et puis surtout, comment on accueille de nouveaux clients dans ces parcours. Donc je vais vous montrer rapidement 3 parcours sur la marque Stanome. Donc le premier des parcours, c'est un nouveau client, qui est un prospect, qui est un client qui ne connaît pas ou qui découvre Stanome sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, sur d'autres apps, sur la navigation Internet, et qui n'a jamais commandé sur Stanome France. Et il n'a pas non plus connaissance du mode de distribution et de l'usage des coachs. Donc dans ce parcours, on va effectivement avoir le point d'entrée qui sera soit sur le smartphone. Donc on a effectivement une approche qui est multi-device, soit sur un smartphone, une tablette ou un site web, où la cliente va constituer finalement son panier. Dans un deuxième temps, elle va créer son compte, puisqu'elle aura effectivement pu valider son panier. Donc dans son expérience d'achat, elle va sélectionner sa coach. Elle ne connaît pas le principe, mais elle verra qu'elle peut associer, qu'elle doit associer dans son parcours, dans la constitution et le choix de son panier. Elle va choisir une coach. On va lui proposer une coach qui soit la plus proche de son domicile, où elle pourra effectivement faire un choix. Donc on a toujours l'association client-coach et Stanome France. La cliente va terminer classiquement sa page de paiement, elle va régler sa commande par carte, et ensuite l'expédition se fera par Stanome France. Voilà un parcours finalement d'initiation, de recrutement pour attirer ou pour séduire une nouvelle cliente. Le deuxième parcours, qui est davantage classique par une approche e-commerce, la cliente a déjà commandé, donc elle connaît la marque, elle connaît les produits, elle va effectivement choisir une coach, mais elle la connaît déjà du fait qu'elle a choisi, donc elle va régler par carte bancaire. Donc la fluidité n'est pas tout à fait la même. Il y a la constitution du panier,
elle est effectivement connue et reconnue au niveau du réseau, au niveau de la société Stanome, et elle va confirmer la coach qu'elle connaît, qu'elle a déjà donc choisi préalablement. Ensuite, on a une démarche assez classique de paiement sur le site web, que quel que soit le device, en paiement avec carte bancaire. Et on a effectivement ensuite, après le paiement, la livraison qui se fait par Stanome. Donc là, on est dans une démarche assez classique. C'est un renouvellement d'achat, c'est une connaissance du circuit, du parcours avec la coach. Et le troisième parcours, qui est assez intéressant, qui rejoint finalement ce parcours, la notion de vente directe que j'évoquais tout à l'heure. La cliente a commandé sur Stanome France, elle va effectivement constituer son panier, elle va ensuite confirmer la coach, qu'elle connaît d'ailleurs, très souvent elle a une relation de proximité, et puis on va avoir donc un mode de livraison qui sera non pas une expédition ou un prestataire qui va pouvoir la livrer, mais elle va choisir d'être livrée, d'être en contact et d'avoir l'échange avec sa coach. Donc la coach va recevoir finalement la commande, le paiement se fera à la livraison, donc la trace de paiement se fera entre la coach et la cliente, et les modes de paiement, effectivement, ça reste encore du chèque bancaire, ça reste des espèces, et puis on a mis en œuvre il y a quelques années, alors ça reste plus ou moins accessible ou du moins véhiculé par le souhait des coachs de le mettre en œuvre, mais on utilise Life, donc du paiement smartphone pour cette mise en place. Donc là, on est très proche finalement du type réunion à domicile, et on a la coach qui va faire valoir la marque, qui va faire valoir les produits proposés, d'autres contacts, d'autres échanges, d'autres renouvellements. Donc voilà ce troisième parcours. Donc juste pour résumer, on est bien dans cette notion tripartite de la marque Stanome France, de la coach et de la cliente. Alors passons maintenant, si vous le voulez bien, à Petit Bateau. Petit Bateau a fait un bond incroyable et puis une innovation et évolution sur le 4e trimestre 2021 en passant autour de l'omnicanalité sur le commerce unifié. Donc les enjeux du retail, finalement, si on pose un peu les choses, ce qui est très clair, c'est qu'on a avec cette pandémie donc une montée du e-commerce, Bertrand le disait tout à l'heure. Donc les retailers ont quelque chose de plus puisqu'il y a des boutiques, donc on associe le retail et les boutiques, et effectivement il y a des parcours d'achat qui doivent se mettre en œuvre et sans couture, sans complication, que ce soit avec les systèmes ou que ce soit avec les équipes finalement. Donc on a et on va mettre en œuvre finalement à travers cet omnicanal une symbiose du physique et du digital qui est un vrai enjeu majeur finalement pour que l'expérience client soit la plus riche, qu'on puisse proposer le plus de services possible pour l'attente du client. Quelque part dans ces attentes du client, c'est très clair, c'est qu'on va permettre finalement aux retailers d'être plus flexibles et plus résilients. On voit très bien la question, si un magasin est fermé, c'est mort, il ne se passe rien. Les stocks vont dormir, il n'y aura pas d'activité de commerce et pas de satisfaction de la cliente. Donc le commerce unifié, finalement, c'est quoi? De façon assez rapide, on part d'un canal unique, mais ça tout le monde le sait, c'est une relation unique entre un lieu de vente et un client. On a eu des évolutions au commerce, ce qu'on appelle le multicanal, où effectivement les canaux existent. Ça peut être de la vente par correspondance, ça peut être du retail, du e-commerce, mais chaque canal est propre, avec ses propres offres, avec sa propre démarche, et il n'y a pas d'interaction et de connexion passerelle entre les canaux. Et l'omnicanal, on y arrive, on y va, c'est la connexion de tous ces canaux qui peuvent exister au sein d'une marque, et on arrive à un commerce unifié avec comme centre majeur de services à apporter et de satisfaction qui est le client. Donc les nouveaux services finalement à travers ce commerce unifié, pour Petit Bateau, c'est d'abord mettre en place un stock unifié. Alors le stock unifié, ça veut dire que le stock est partout présent. Il est présent dans les entrepôts de façon traditionnelle, mais aussi c'est d'inclure le stock présent dans les boutiques, dans les points de vente. Et donc il y a 2 services majeurs qui ont été mis en œuvre, le click and collect, que vous connaissez, que la plupart connaissent, et puis le ship from store. Donc tout cela pour vraiment proposer un parcours sans friction entre le e-commerce et les points de vente. On est bien dans des passerelles de fonctionnement et de services, et puis monopoliser
monopoliser les canaux. Ce qui est important, c'est que les canaux soient bien ensemble monopolisés pour satisfaire le client. Et tout cela aussi, je l'évoquais dans l'esprit du groupe tout à l'heure, dans une traduction de RSE, puisque quand on connecte le tout, on peut avoir une réduction du délai de mise à disposition des produits. Donc sur la partie click and collect, le client peut souhaiter connaître la disponibilité des produits dans la boutique, c'est assez simple. On va avoir effectivement un orchestrateur, donc on a un outil, un soft, qui va vérifier toutes les commandes ou les souhaits de commandes passés sur le e-commerce, et on va rechercher effectivement l'article A, la référence dans telle boutique si elle est disponible. Donc le client va payer sur le site et va choisir le mode de livraison click and collect. Il va faire ainsi le choix et il y aura effectivement des allers-retours pour la confirmation. Et donc, il va ensuite, donc, nous y arrivons. Voilà. La boutique reçoit sa demande, elle confirme la disponibilité du stock. On est bien dans de l'accusé-réception, de l'information et de la communication, et le client vient récupérer sa commande. Donc, on peut imaginer qu'il récupère sa commande, qu'il peut aussi peut-être profiter des nouveaux produits, peut-être compléter son acte d'achat. Voilà. Ensuite, si on passe au Ship from Store, finalement, c'est quoi? On a un point d'entrée qui est le même. Le client va commander et payer sur un site web, sur le site web Petit Bateau. On va ensuite avoir l'orchestrateur, finalement, le soft, qui va rechercher, lancer le point de stock le plus pertinent. Donc, le point de stock, il faut bien l'entendre comme une boutique, quelle que soit la boutique, et puis les entrepôts, finalement, pour adresser au mieux la commande pour le client. Donc, les boutiques reçoivent des notifications, et en fait, d'ailleurs, on voit que les boutiques ne vont même plus trop, n'attendent pas les notifications, mais consultent en retail, consultent en boutique les possibilités de servir le client par le biais d'un achat e-commerce. Ce qui est pas mal, ça veut dire que ça donne vraiment une émulation au commerce retail, qui est plus traditionnellement où j'attends ma cliente, mais finalement, j'ai peut-être en portefeuille une commande qui est à servir. Et si je peux la servir, bien sûr, j'opte le choix de ma boutique pour servir le client et je vais faire la préparation et livrer cette cliente. Donc, on peut imaginer que par ce biais, par cette approche technique et de distribution, on va avoir une commande qui va pouvoir être servie finalement à une cliente, peut-être par un magasin A, magasin B, boutique C et un entrepôt. Donc, c'est véritablement pour répondre aux attentes des clients, c'est trouver le produit qu'ils recherchent. Ça veut dire qu'on évite les problématiques de stock, de rupture, de broderie, de taille. On va avoir le produit qui va être dans un délai beaucoup plus court mis à disposition de la cliente. On va pouvoir effectivement lui proposer le choix de livraison plus adapté. On a vu le click and collect, mais aussi effectivement le Ship from Store où effectivement il y a l'envoi par la boutique. Et puis on a en payant finalement le moins de frais de port, ça veut dire concrètement qu'on va aussi autour du paiement, avoir un paiement qui est sans couture, qui se fait sur le web, qui peut être complété par un click and collect, un achat. Donc, on a véritablement une émulation pour ce levier économique qui est incroyable. Hein. Petit Bateau l'a mis en œuvre sur le 4e trimestre 2021, c'est assez récent. Mais on note déjà un taux de conversion qui est véritablement en augmentation sur le site web. On peut finalement driver du trafic et augmenter l'upsell, donc permettre des ventes additionnelles. Donc, par cette émulation, par ces passerelles mises en œuvre, on a un taux d'écoulement des collections. C'est vrai que si un magasin est fermé, on a des produits qui vont dormir. Donc, les collections, vous savez que c'est quand même éphémère, ça se renouvelle. Donc, c'est vraiment un bon moyen de ne plus être frileux sur des commandes en magasin parce que le magasin va servir aussi le site e-commerce. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, en dernier lieu, là, on a une optimisation des coûts de transport puisque tout ne va pas partir d'un entrepôt qui, par exemple, se situe à Troyes. Vous avez des commentaires? Non? Oui, tu peux faire un commentaire. Oui, bien sûr. Juste, oui, non, mais ça m'évoque un atelier que j'avais fait avec un prestataire qui s'appelle One Stock, je ne sais pas si c'est celui que vous utilisez. C'est celui que vous avez? Effectivement, il citait le cas de magasins de lingerie.
un magasin de lingerie où il y a le haut, le bas, coordonnées, et puis il y a une optimisation des stocks avec cette approche-là qui est considérable, parce que voilà, la cliente elle vient, elle a un bas plus haut que le haut, enfin je sais pas, ou l'inverse, et c'est toujours compliqué d'avoir tout le stock en magasin. Donc avec ce système, effectivement, ils arrivaient à optimiser les stocks des magasins et le roulement, hein, l'écoulement des collections. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que la cliente elle vient, c'est un showroom quelque part le magasin, puis après, la commande lui est livrée avec sa bonne taille, sa bonne couleur, etc. Éventuellement d'un autre magasin ou du stock e-commerce. Alors, je finis juste, et je sais que je vais passer peu de temps sur Yves Rocher pour donner juste un petit point. Sur Yves Rocher, donc on a, c'est nativement omnicanal. On a effectivement des clients de VPC qui allaient se fournir en magasin. Dans le passé, c'était vraiment des silos. C'est plus le cas aujourd'hui puisque le retail accepte tous les clients, quels que soient les canaux. Et on a les mêmes offres, on a une fluidité des offres sur le e-commerce et le retail, sur la marque Yves Rocher également. C'est en place. Voilà. Donc voilà pour ces illustrations. Ça a des questions, donc il y a des questions. Alors, il y a une première sur le modèle de Stadium, là. Finalement, à quoi ça sert d'avoir un coach? Est-ce qu'il y a des possibilités de ne pas en avoir, finalement? Pourquoi on se fait pas livrer directement? Alors, si on se fait livrer directement, ça reste un achat de type e-commerce. Ça veut dire que la relation... Mais ça existe, c'est proposé? Oui, c'est proposé. D'accord, c'est proposé. Mais on choisit une coach. Pourquoi? Parce que la coach, elle va renouveler l'acte d'achat ou la relation de proximité avec la cliente. C'est véritablement le canal de social selling ou de vente directe qui a été mis en œuvre et qui fait ses preuves. Donc, on garde bien cet équilibre entre ces trois parties. Ce sont des pré-influenceuses, en fait. Oui, exactement. C'est exactement ce que tu dis. C'est la fusion entre la relation client et la transaction. On trouve des modèles, dans les modèles historiques, hein, L'Enveloppe, typiquement, fait partie avec Thermomix, tu vas retrouver Tupperware, et tu retrouves aujourd'hui Insta, par exemple, WhatsApp, etc. Et on est sur ce touchpoint-là. C'est vraiment la fusion entre les deux, c'est ce que tu dis, hein, le coach. C'est justement celle qui va faire renouveler l'acte d'achat, et c'est pas juste la livraison qui est importante. Exactement. Et on l'a vu d'ailleurs dans ce que tu as mis sur Stanome. Il y a un point encore pour atteindre l'omnicanalité, c'est que quand je dis fusion entre la relation et la transaction, vous savez jusqu'à l'acte d'achat, j'ai vu l'AFP, j'ai vu des choses avec des chèques aussi, etc. Je me dis, tiens, il y a une tendance à aller vers l'omnicanalité. On voit qu'il y a encore des choses aussi à bonifier. Et une question que je me pose après cette présentation de contexte qui est qui est propre au groupe Rocher, là, je vais plutôt m'adresser à Bruno pour le coup. C'est ta vision architecturale en face de l'ensemble des enjeux qui ont été présentés, par exemple pour le groupe Rocher, que tu pourrais avoir sur l'ensemble des retailers. De ton côté, quelle est ta perception de l'omnicanalité? Bah, ça va aller complètement dans le sens de ce qu'on disait. Pour moi, l'omnicanalité, c'est la poursuite de ce rêve d'unification de toutes les interactions entre un utilisateur, je vais même génériciser un peu avec les utilisateurs internes, les collaborateurs, on peut faire aussi de l'omnicanalité pour nos collaborateurs, et l'entreprise. Et donc, les deux grandes choses que moi je vois par le prisme de l'architecture, c'est évidemment la cohérence de données, c'est-à-dire que plus on va démultiplier les canaux, plus la cohérence de données va être vitale, parce que si on a deux informations divergentes, on va perdre complètement l'intérêt de notre omnicanalité. Et la deuxième, je vais reprendre tes termes, c'est vraiment la fluidité des parcours clients qui est primordiale, qu'on voit beaucoup souvent sous le prisme de l'UX, de l'UI, c'est-à-dire de la présentation, de ce qui est visuel. Et donc ça, c'est un travail d'ergonomie qui est un peu plus éloigné du mien, donc je laisserai les experts s'exprimer. Mais pour moi, derrière, ce qui va être aussi primordial, c'est aussi la cohérence et la complétude des fonctionnalités qu'on va être capable d'offrir. C'est-à-dire qu'il va alors aussi être capable de se dire que, par exemple, mon application, mon site web ou autre offre le même niveau de service pour pas qu'un client se perde ou décroche sur certaines des fonctionnalités exposées par le SI. Et donc là, on voit bien, pour moi, on a recoupé les raisons d'être un peu des architectures, c'est-à-dire l'urbanisation des données d'un côté et l'urbanisation des fonctions et des fonctionnalités et leur exposition de l'autre. Donc c'est par ces deux prismes-là qu'on attrape l'omnicanalité, qu'on en fait un sujet passionnant à l'architecture. J'entends le travail de conception, quoi. C'est l'architecture. Tout à fait. Conception des fonctions, le mythe de l'architecture orientée service, pour ceux qui l'entendent. Jean-Michel, est-ce que tu as des choses à ajouter peut-être par rapport à... moi j'ai toujours des choses à ajouter. Je te laisse. Non, c'est pas à ajouter, mais pour moi, vraiment, c'est le sujet omnicanalité, mais clairement, tout le monde en parle. Nous, on a fait, je vais dire quelqu'un, ce qu'on disait, c'est
l'omnicanalité n'est plus une option. Donc, il faut traiter le sujet. Au mois de novembre, Leclerc a fait un forum interne sur le sujet de l'omnicanalité. Hier, le groupe Casino a annoncé la nomination d'une personne responsable de l'omnicanalité. Ce sera très intéressant de savoir ce qu'elle va faire, cette personne-là. Mais ça veut dire que c'est omniprésent. C'est omniprésent parce que c'est complètement, enfin, c'est une convergence, c'est une confluence entre le sujet e-commerce. Il y a cette transformation avec l'éruption massive du e-commerce pour toutes les enseignes. C'est un sujet, comme le disait mon besoin tout à l'heure, c'est un sujet donc data parce que finalement on essaie de mémoriser toutes ces interactions qui sont liées à ces nouveaux modes d'achat et au fait qu'on en ait la connaissance. Donc on a un ensemble de données pour le client et et c'est aussi évidemment, donc c'est le troisième point sûrement le plus important, c'est que si ça a tellement d'importance, c'est parce qu'en fait on remet le client. C'est fini de pousser les produits, etc. C'est chaque client qui bâtit son expérience et son parcours. Donc on est au cœur aussi d'une attente. Moi, je la qualifie souvent non même pas sociologique, elle est quasiment anthropologique. C'est une attente forte du client d'être reconnu. Et on sait que c'est très compliqué la reconnaissance, reconnu, ça veut dire quand on est dans un magasin, j'ai cette chance d'être directeur de magasin, quand les clients arrivent dans un magasin physique, nous, en tant que commerçants, on ne sait pas qu'ils sont bons ou pas bons, mais eux le savent. Et donc il y a une espèce de déséquilibre, c'est comment on se met au niveau du commerce, comment on se remet au niveau de l'épicier de quartier pour montrer aux clients qu'on sait on va parler des bons surtout, mais ceux qui sont bons, on n'a pas le droit de ne pas le savoir. Et on n'a pas le droit de ne pas savoir qui ils sont, et on a ce besoin de chacun d'être reconnu en tant que tel, avec toutes les interactions qu'il a avec les ancêtres. Donc l'omnicanalité, c'est vraiment central, je dirais, d'un point de vue technologique, peut-être même réglementaire par ailleurs, mais fondamentalement d'attente de la société. Merci Jean-Michel. J'aurais entendu naturellement data, donc je vois IPM, data paiement, l'usage de la donnée paiement. Voilà, je me dis forcément ce qu'a dit Jean-Michel et ce qu'ont dit toutes les personnes autour de la table. D'un point de vue paiement, tu as aussi ta propre perception. Pardon. Certainement, et elle va clairement sans surprise dans le même sens, dans le sens où on a l'usage. Je pense que c'est fondamental, c'est ce que rappelait Jean-Michel. D'un point de vue paiement, en termes d'usage, on va plus peut-être se focaliser sur les expériences où l'acte d'achat et l'acte de paiement ne se font pas forcément sur le même canal. C'est ce que tu présentais, Alain, avec l'exemple de Stanom. Typiquement, on a les cas de achat en ligne, remboursement en magasin, initiation d'une réservation telle qu'on l'a vu tout à l'heure, et puis qui se déboucle avec un paiement en physique, qui se déboucle d'ailleurs avec de la monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi avec des expériences plus digitales telles que l'IF ou encore on peut très bien imaginer du soft POS, on peut imaginer un lien qui serait initié, qui serait envoyé à la personne, qui dessus se retrouver sur une interface de paiement web. Donc, toutes ces expériences-là, on en revient aussi, c'est ce que tu rappelais, Jean-Michel, à la notion de derrière, enfin, pour aboutir à ces expériences, il va falloir finement orchestrer la data. La data au sens large, mais si on en revient encore une fois sur le périmètre du paiement, ça va être la data du paiement qu'on va devoir orchestrer et exposer via le bon canal au bon moment. Et ce qui est un peu nouveau ici dans la démarche, c'est qu'on sortira forcément du scope restreint du paiement au service de la fidélisation, de l'usage, de l'expérience client, de la connaissance client. C'est ça qui change un peu la donne aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure, mais tout va vers l'abolition, j'ai envie de dire, des silos. Mais pour que ça soit aboli en France, il va falloir que derrière, il y ait du travail. Absolument. J'ai des questions un peu précises, mais c'est bien de jouer sur les niveaux. Donc, c'est plutôt sur la partie petit bateau. Donc, dans le modèle Ship from Store, qui encaisse le paiement? Est-ce que c'est le point de vente ou le site web? C'est le site web.
Le paiement se fait, le point d'entrée se fait par le e-commerce. D'accord. La limitation du chiffre d'affaires est un autre sujet. Alors, Et des coûts de transport. J'imagine. en chiffres. Voilà. Le chiffre d'affaires, c'est un vrai sujet, mais on parle plus de silos. Alors, Ça il veut y dire a que si 50 de bois, le chiffre d'affaires. je vais répondre. Si on dit qu'on ne veut plus de silos, ça veut dire qu'effectivement, on fait abstraction des canaux. Donc, ça veut dire qu'il y a le premier canal qui va recevoir la commande, c'est le e-commerce. Ça veut dire que le chiffre d'affaires, après, c'est une histoire analytique, on va être très clair. C'est le e-commerce qui va recevoir le chiffre d'affaires. Par contre, la boutique qui aura pu servir dans la commande de la cliente, on va prendre en compte cette dimension de chiffre d'affaires pour ses objectifs. Donc, on compte le chiffre d'affaires de fois. Une seule fois au niveau comptable, on est d'accord. Mais au niveau de l'approche et au niveau de la motivation, il est important de ne pas oublier la boutique qui a permis de rendre service aux clients. Quelque part, ça veut dire que, si on veut de l'émulation et si on veut que les choses se passent bien, sans silo, sans contrainte de canaux, tels qu'on les connaît les uns à côté des autres, il faut que l'émulation se fasse aussi au niveau des hommes. Donc, ça veut dire que quelque part, l'aspect front, oui, l'aspect back en matière de chiffre d'affaires, c'est une décision politique, bien sûr, mais il faut effectivement que chacun s'y retrouve, quels que soient les acteurs. Et ça continue. Dans le chiffre from store, comment est déterminé qu'il s'agit du magasin A ou du magasin B pour délivrer le produit? Les magasins ne se retrouvent-ils donc pas en concurrence? Et comment c'est géré? Alors en fait, on a l'orchestrateur que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un soft, qui donne une répartition très claire. Donc on a l'information de la sollicitation des boutiques et on a aussi l'information de quelle boutique a pu servir quelle commande. Mais c'est le premier qui prend la. Oui, on est un peu. C'est le premier qui prend? Oui, après il y a des pré-choix. Il y a des choix. C'est forcément attribué. Ce n'est pas À attribué. l'avance. C'est pas attribué puisque la référençable peut très bien être présente dans plusieurs boutiques. Oui, C'est bien ça. sûr. Après, il y a une question de proximité. Comment se passe le mode de livraison qui va tomber en click and collect ou qui va tomber en préparation de la boutique. C'est aussi, voilà. Mais il faut que les choses se fassent de façon coordonnée. Et puis, c'est véritablement le no-canal veut dire que tout le monde travaille dans le même sens pour la cliente. Oui, oui, donc on revient au sujet des silos et des changements d'organisation. Mais ça doit se vivre aussi dans les actions du quotidien. Oui. Sur le sujet paiement, du coup, IBM, je reviens sur ces sujets-là. Parce que quand on a dit transaction, effectivement, de manière volontaire, pour pas dire monétique, pour pas dire instant paiement, effectivement, on reprend certains usages et qu'on parle de remboursement, bah finalement, il y a des moyens de paiement qui ne supportent pas encore les usages. Si je prends le sujet de l'instant paiement, c'est important de le développer aussi, ce sujet-là, parce que justement, ne pas rester aussi dans le silo métier et le silo de la monétique. En fait, ici, justement, dans les usages, on va retrouver des méthodes de paiement qui permettent plus ou moins certaines choses. Typiquement, ce que tu évoquais, Anthony, par rapport au remboursement. Et ici, si la méthode de paiement ne le supporte pas, bah, il va falloir en tenir compte. Déjà, on en tenait compte avant, mais maintenant, dans une stratégie, dans une optique comme une canal, ça va être encore pire, parce que derrière, il va falloir imaginer ces scénarios et ces parcours qui se déboucleraient avec un remboursement, non pas un remboursement au sens technique et puriste du terme, mais plus en environnement typiquement inverse. Et c'est ce genre de cas de figure qu'on va retrouver, effectivement. Merci, Ben. La deuxième question, naturellement, que je me posais, mais on en a pas mal parlé, Alain a pas mal illustré, en tout cas, a commencé à donner des indicateurs, c'est qu'est-ce que l'on gagne à aller vers l'omnicanalité, même si on est traité une partie, et qu'est-ce que l'on risque de ne pas faire. C'est pas tout à fait la même question. C'est important de l'avoir sous ces deux angles-là. Pour le coup, Alain, tu peux peut-être revenir sur les quelques points de gain, et après, je demanderai à Iqbal de s'exprimer. Oui, d'accord. Donc, quel gain, le gain pour le client, on a parlé depuis le début de la séance, et puis le gain pour la marque finalement. Pour le client, il y a le point clé qui est la reconnaissance. La reconnaissance qui est immédiate du client, de son historique, qu'il soit en retail, qu'il soit sur un site. Et quel que soit le device qu'il utilise, ça veut dire que la connexion technique est là et qu'il est reconnu partout. En fait, il a une relation finalement qui est avec la marque, indépendamment du canal. Et puis le gain pour le client, c'est la rapidité. On a évoqué les points de livraison.
la personnalisation. Quand on profite des outils digitaux, on peut personnaliser du service pour le client et lui apporter, du fait qu'on connaisse son historique, ses habitudes, on peut effectivement apporter une vraie valeur et des conseils. Donc ça, c'est vraiment important. Pour la marque, on est dans un principe de proximité qui est renforcé finalement. On a un accélérateur de contact, on a plusieurs points de contact, donc on a quelque chose qui est véritablement pour rendre encore plus efficient l'adhésion et la fidélisation du client avec la marque. Ça, c'est vraiment le point clé. On en a parlé. Le paiement à distance ou physique, c'est vraiment un point majeur. Ça veut dire qu'effectivement, cette technique, il faut qu'elle soit impeccable. Et puis, il y a un autre point clair pour la marque, c'est l'émulation que j'évoque entre les hommes, entre les différentes équipes, puisque chacun ne joue pas dans sa cour, mais chacun doit jouer dans une même cour pour le service du client. J'ajouterais, si je peux me permettre, il y a un intérêt plus social, d'inclusion quelque part, parce que dans le modèle Fanom, on voit bien que tout le monde n'est pas forcément agile avec ces technologies de paiement ou de commande, de commerce. Là, le coach va chez la cliente, elle peut payer en liquide en chèque, ce qui aujourd'hui est devenu rare. Oui, oui. Voilà, c'est vrai. Et il y a encore des gens qui n'ont pas d'autres solutions, qui ne sont pas à l'aise avec les autres en tout cas. Merci Iqbal. Du coup, effectivement, là, on a entendu pas mal de bénéfices. Je sais que le paiement, c'est surtout une approche régalienne à la base. Donc, une approche par risque aussi. En tout cas, c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a historiquement dans l'univers du paiement. Je me demandais, toi, quelle perception tu avais justement sur cette notion de risque. Effectivement, en fait, au-delà de l'intérêt de faire, qui, je pense, enfin, de l'intérêt d'ici, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, dans une approche de dire quel serait le risque de ne pas faire, j'aimerais bien qu'on parle un peu du risque d'aller, j'ai envie de dire, vers l'omnicanalité sans prise en compte, à proprement dire, du périmètre du paiement. Et si on y va de cette manière-là, un peu entre guillemets à la légère, on va vite se retrouver dans des parcours et des constructions qui vont se retrouver non conformes aux règles des schemes et des méthodes de paiement elles-mêmes. Et comme tu le dis, c'est une approche régalienne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il faut les appliquer, il faut les respecter. Si on sort des clous, ben, en tant que marchand, on sait à des sanctions. C'est ça, en fait. Et si on rentre dans le concret, quel exemple tu pourrais donner une illustration justement de scénario? En fait, l'illustration, je pense qu'il est la plus simple à percevoir et qu'on vit déjà aujourd'hui, même en abstraction de canal, mais qui va s'accentuer avec l'omnicanalité, c'est typiquement le cas de l'achat en ligne. Si on reste sur le moyen de paiement simple qui est celui de la carte, un achat en ligne, un remboursement en magasin, aujourd'hui, sachez que à chaque fois que le caissier vous demande qu'il vérifie avec les yeux les derniers chiffres, sachez qu'on est hors des clous. Parce qu'il n'y a pas une vérification stricte du fait qu'on va vérifier que la carte sur laquelle on va rembourser l'achat initial. On s'expose à un risque de chargeback qui est indéfendable vis-à-vis des schemes parce que vous n'avez pas respecté les règles. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit hein, déjà aujourd'hui. On a tous vécu le caissier qui est en train de vérifier des yeux ces quatre chiffres-là. Et sachez que c'est indéfendable d'un point de vue scheme. Je vais essayer de le résumer, c'est favoriser les comportements mal intentionnés si c'est mal pris du côté paiement. Complètement. Et d'ailleurs, que ce soit en externe ou en interne, c'est-à-dire que c'est un client qui pourrait nous sur une brèche de fraude interne. Et comme je l'ai dit, surtout, j'insiste sur le fait que c'est un scénario de chargeback qui est indéfendable vis-à-vis des schemes parce que vous n'avez pas respecté les règles. Merci. Jean-Michel, toi, tu as probablement un point de vue parce qu'on n'a pas trop parlé de l'aspect concurrentiel sur le fait de ne pas le faire, c'est un risque aussi important. Bah, c'est sûr que mais c'est des propos génériques. Hein. Je pense que le premier risque, c'est le risque de la concurrence, parce que les autres vont le faire. En fait. Donc ça génère un deuxième risque immédiat, qu'on appelle le risque de déception. C'est ce que je disais un peu, j'essaie de dire un peu tout à l'heure. En fait, le rapport, il n'est pas proportionné. C'est le consommateur lui-même. Pour lui, c'est normal qu'on lui facilite le travail. C'est normal qu'on ait, s'il a accepté, qu'on ait mémorisé son moyen de paiement préféré.
quel qu'il soit d'ailleurs, hein, y compris les gens qui, comme disait Bertrand, ne veulent payer quand ils testent, hein, y compris en e-commerce, ça peut arriver. Donc ça, ça fait partie des risques. Après, moi, je pense qu'il y a un risque, je parle de data, hein, il y a un risque de réponse inappropriée. C'est-à-dire, si on n'a pas toutes les données, en fait, on va proposer quelque chose à quelqu'un qui ne va pas du tout lui parler. Ça, c'est quand même un problème. Et je dirais, et il y a aussi un risque, hein, parce qu'on est quand même là, on parle d'argent, il y a quand même, et ça on le voit dans la fraude, mais on le voit dans la gestion des prix, dans la gestion des stocks, il y a un risque d'efficacité aussi. Il y avait une interview de Michel-Édouard Leclerc sur ce sujet-là. Clairement, pour eux, l'omnicanalité, c'est aussi un facteur opérationnel d'efficacité. C'est vrai qu'on parle tu parles de déception, c'est très clair, c'est que le client ne va pas comprendre. Si les autres font, il y a une incompréhension totale. Pourquoi je ne suis pas traité de la même manière? Pourquoi je n'ai pas les mêmes offres? Je ne peux pas faire rembourser ici, je ne peux pas faire un retour produit. Il y a vraiment un souci. Et puis, on a vu avec la pandémie, hein, les magasins fermés, quoi. Ouais. Si effectivement je suis dans un chiffre moteur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le petit bateau, le magasin fermé va pouvoir regarder les commandes qui peuvent servir. Donc on a un vrai sujet de fond et qui de toute façon, en termes de résilience, fait qu'on doit y aller. Enfin, il y a pas de... Mais je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, l'omnicanalité, c'est forcément une cible. Alors, après, c'est une question de maturité, hein, parce qu'on y est tous. Il y a beaucoup d'évolutions. C'est compliqué. Avec ça, c'est qui est lié, hein, c'est l'utilisation des différents devices. Hein, parce que ça rajoute quand même une facilité. Toujours dans le secteur du transport, par exemple, dans le transport aérien, les gens qui font évidemment la réservation plutôt, je dirais, quand ils font des recherches de tarifs, plutôt sur des stocks, c'est quand même pas si évident que ça. Mais dès qu'ils ont choisi, hop, ça y est, c'est la partie mobile. Et si l'app elle est au courant tout de suite qu'elle ne fournit pas l'information qui permet de s'enregistrer, après quand on s'est enregistré, elle pousse le QR code pour pouvoir rajouter un bagage, faire quelque chose. Voilà. Donc il y a quand même mon main de gauche peut-être. C'est pour ça que sur la partie, c'est pas une évidence technologique à réaliser. D'accord. Alors du coup, j'ai entendu device, j'ai entendu effectivement point de vente, j'ai entendu collaborateur, hein, de dire tiens, ça modifie effectivement l'expérience du collaborateur qui est en client. On renvoie à on a beaucoup parlé de front. Je me dis, est-ce que c'est uniquement un sujet de front? On va peut-être revenir sur ce sujet-là aussi. Je me dis effectivement, d'un point de vue application, paiement, etc., le front, c'est connu, c'est métier. Iqbal, je vais peut-être commencer par toi, justement, sur cette approche-là. Est-ce que c'est uniquement un sujet de front? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, au sujet du front, c'est clair que c'est une pièce maîtresse dans l'expérience du client parce que c'est ce qu'il voit. Lui, le bac, il n'entend pas parler, il n'a même pas conscience de son existence et il n'a pas à l'avoir de toutes les manières. C'est le client. Et donc ici, on est en train de multiplier les fronts. On va avoir des fronts physiques, le vieux sabot, ou bien le soft POS, ou bien une interface qui va être plus digitale sur un site web, sur une marketplace ou autre. Mais par contre, si derrière ces fronts-là, le système, il va rester monolithique, sclérosé, fermé sur lui-même, on va pas aller bien loin. Et aujourd'hui, l'évolution d'un point de vue paiement, il va falloir se mettre en ordre de marche et se mettre dans la peau d'un producteur et consommateur de services pour servir le client, servir le périmètre, j'ai envie de dire, du paiement, mais pas que. Il faut aussi se mettre en mode consommateur-producteur de ces services-là vis-à-vis des autres métiers et des autres corps qui contribuent à cette expérience, typiquement la fidélisation, la connaissance client, la construction du parcours, la personnalisation du parcours, c'est ce que tu as évoqué, Jean-Michel, à travers la connaissance de ce client et l'usage de
cette data-là. Et je pense que ça va être vraiment le combat de tous les métiers au niveau de l'entreprise. Je pense que Bruno, tu serais bien d'accord avec ça. Tu serais d'accord, hein, tu signes. Vas-y, je t'en prie, du coup, je vois une belle perche. Écoute mieux que ça. C'est clairement une question de front, l'omnicanalité. Oui, on peut répondre. Je pense que l'enjeu aussi principal, c'est de définir enfin, qu'est-ce que c'est qu'un front. On commençait, j'aimais beaucoup le slide là, de Petit Bateau avec l'évolution où le front a beaucoup été vu au début par des canaux qui se mettent les uns aux autres et beaucoup des questions justement de bring your own device, c'est-à-dire je commence à avoir mon app en plus de mon desktop, comment j'assure des compatibilités entre les deux. Je pense qu'il faut vraiment aller plus loin et maintenant inclure dans cette question de front l'ensemble des outils de la relation client, donc que mon service consommateur est aussi un front, une vision 360 qui soit du même niveau que ce qu'il ait la capacité à se connecter, aussi à voir l'écran, par exemple, pour dire bah, montrez-moi votre écran, faisons du sharing d'écran pour que je vous aide sur le site internet à finaliser votre commande, à finaliser le paiement, que les tablettes point de vente ou que tout ce qui va être aussi localement dans les boutiques reflète aussi toute cette vision du client qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment cette cohérence globale de tous les fronts au sens le plus large possible. C'est un peu l'iceberg, une boutade, c'est de dire finalement, si le front est fluide, parce qu'on parle de parcours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accro, tout baigne, ça veut dire que c'est le bas qui est bien construit. Donc, Oui, pas mal. mais c'est bien ça, donc, ça veut dire qu'il faut se doter des moyens utiles pour qu'effectivement il n'y a pas d'accro, pas de violence, pas d'incompréhension. Là-dedans, il y a un rouage en matière de communication, en matière d'échange, en dehors de la partie technique, mais c'est vraiment ça. Je pense que ça peut aller très loin. Hein. On est très loin de la puissance que peut amener une bonne urbanisation, des bons outils, etc. Enfin, en matière de paiement, par exemple, on a autour de la DSP2 l'obligation d'authentification forte, etc. Et on a demandé aux banques, hein, en fait, de nous donner chacune, en fait, les parcours, puisque chaque parcours de banque, hein, les manières de s'identifier diffèrent en fonction des établissements émetteurs. Bah, si on est capable, parce qu'on a mémorisé, on a car une faille quelque part, on est capable de connaître l'émetteur. Quand on est en front sur un service de relation client, on peut aller chercher directement la méthode de la banque parce que la banque potentiellement la connaît et aller directement au client qui rencontre quand même quelques difficultés pour lui expliquer comment ça peut se passer. Hein. C'est vrai que le front, comme tu dis, Jean-Michel, ça veut dire que c'est un écran, ça peut être du téléphone, une doléance, un service client. Oui. Ça peut être aussi la conseillère en retail, enfin, c'est partout. Donc il faut que ça soit très 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 fluide. Mais c'est vrai qu'il y a une part de perfection, d'évolution. C'est toute une permanente. Ça veut dire qu'il faut, on le fait pas demain matin. Bien sûr. On ne pose pas demain matin. Ça prend un certain temps. Et puis c'est l'expérience client qui décide, qui juge et qui arbitre finalement. C'est le client, in fine, qui voit si c'est bon ou pas. Merci Alain. La question, je veux dire, maintenant on rentre plus que dans le cas. Oui. C'est technique, visiblement. Donc, pas très bien. C'est juste si on peut faire un rapide check. D'accord, ok. Parce que visiblement, il y a quelques. D'accord, on n'entend pas très bien les intervenants, c'est ça? D'accord. Ok, on va élever le niveau de voix dans ce cas-là. C'est le ton. C'est le débit internet qui n'est pas bon du tout. Si vous avez 2 petites minutes à nous consacrer, moi je veux bien faire du partage de connexion, ce sera bien meilleur. Donc n'ayez crainte, vous allez peut-être être interrompu, mais ça va revenir. C'est un entracte.
Ça vient de tout le monde, hein. Non. Dans la régie, du coup, est-ce qu'on est bon? Quand la régie me dira OK, je me lance. Je suis à non parce qu'il y a 48 participants. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Super, Oui. merci. C'est mieux. C'est mieux. Ah, très bien. Mettez ta caméra, Charlotte. Elle y est déjà. Normalement, j'ai la caméra. Jean-Michel, tu peux mettre la tienne si tu veux. Il n'y a plus de vidéo. On nous dit tout va bien, mais il n'y a plus de vidéo. Voilà, on est sans image. Ça revient. Ça revient. Super, c'est bon. Ça y est. Merci pour votre patience et votre compréhension. Bravo à la technicienne en chef. Le petit temps de repos me semblait nécessaire, finalement, parce que quand je regarde la question qui suit, comment rendre son SEO omnicanal, là, on rentre vraiment dans le dur. Donc, du coup, si je rentre un peu dans le back-end, forcément, là, la sémantique est toute choisie. Bruno, de ton côté, si tu devais donner quelques conseils sur comment rendre son SEO omnicanal. 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est bouclé, vous inquiétez pas. Il faut pas plus, globalement, pour rendre ici du canal. Non, il y a des grandes thématiques, évidemment, que je voudrais aborder. La première, c'est les transferts de données, tout ce qui va être plateforme d'intermédiation. Il y a évidemment un énorme effort et des investissements à faire sur le socle de médiation de données dans les entreprises pour être capable de construire cette plateforme très souvent composite qui va additionner plusieurs typologies de logiciels pour couvrir l'ensemble des cas d'usage en termes de volumétrie, en termes de temps réel, en termes de synchronisme. On parlait juste avant là, des volontés clients d'avoir en direct, j'ai fait une commande sur Internet, je veux la revoir sur l'app. Techniquement parlant, on sait que c'est des lignes qui sont complètement disjointes, donc il faut que la donnée aille extrêmement, extrêmement vite. Et ça, c'est des très grands défis. Je sais que nous, on travaille là, à l'heure actuelle, dans la grande distribution alimentaire, c'est dans les points de vente, c'est de l'informatique qui est très, très, très distribuée de partout. Réussir ce défi de dire, j'ai mon client qui passe en caisse, il va retrouver son ticket de caisse immédiatement, parce que c'est évidemment le cas le plus volumineux, dans son application, dans la minute, 2 minutes, 5 minutes. Ça va être obligatoire, hein, puisque de toute façon, souvent, demain, on n'imprimera plus le ticket. Hein, donc on a intérêt à voir. Les doigts jette là-dessus sur la dématérialisation des tickets de caisse sont à la fois des énormes opportunités. Il faut forcément transformer en opportunités, mais on verra aussi, je pense, les entreprises qui ont pris un peu des coups d'avance sur leur structure et sur leur capacité à gérer ces transferts de données. Souvent, c'est en plus des choses pas faciles à faire comprendre au métier. Donc, en termes d'investissement, il faut avoir des oreilles, je dirais, attentives là-dessus pour réussir à le faire passer. Le deuxième point qui me semble intéressant dans l'omnicanalité, c'est la reconnaissance du client. On la veille, il y a maintenant des très, très, très belles choses qui se font sur les verticaux, sur tous les outils de SIAM, d'accord, de Customer Identity et Access Management, sur les référentiels clients, qui bousculent beaucoup notre notion de comment je gère mon référentiel client, parce que les parcours d'acquisition des clients sont très, très, très variés maintenant. Si je prends un peu la caricature d'avant, j'avais ma carte de fidélité, il passait en magasin, il me donnait ces petites informations, j'étais clair, j'étais facile, je pouvais l'administrer de manière qualitative. Là maintenant, je vais aller sur des touchpoints très 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 variés. J'ai besoin que ça soit très fluide, ça, parce que pareil, ne jamais freiner un parcours d'achat avec une création de compte qui est trop longue, donc je vais avoir besoin d'être très subtil dans la manière j'adresse le client ou je capte ces informations pour l'identifier de plus en plus. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion technologique là-dessus. Et après, je finirai pour moi sur et là, ça va être des technologies et des hommes, c'est les deux, c'est tout ce qui va être traçabilité, connaissance de mes données. Parce qu'on a beaucoup parlé des données. Qu'est-ce qu'un prix quand je veux afficher un prix? Quel est le prix? Comment je connais ce prix? Comment je mets en place à la fois l'organisation des gens qui connaissent ma donnée et les outils de data gouvernance, de data lineage qu'il peut y avoir derrière pour dire là, comment est-ce que je vais maîtriser et monter en compétence sur mes données directes. Voilà les 3 grands enjeux, je dirais, que je vois vraiment pour se lancer sur l'omnicanalité. Donc maintenant, bonne chance à tous. Quoi. Je vais prendre un raccourci, je vais dire on est tous architectes. Voilà, on est tous architectes. Mais je vais pas oublier, je veux dire, mon cœur du métier qui est quand même. Pour faire la transition avec l'IBAN naturellement, tous architectes, si on devait définir la fiche métier d'un architecte paiement, justement, pour pouvoir discuter avec Bruno,
quelle serait cette fiche métier? Justement, c'est l'évolution du métier qui veut ça, qui est quelque part voulu ou imposé. Ça dépend du point de vue par rapport à l'omnicanalité. C'est ce que disait Bruno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, si le responsable des paiements va rester dans sa tour pour faire les paiements, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Il va falloir qu'il se mette à comprendre ce que c'est qu'un OMS, quel est son rôle dans cette orchestration. Il va falloir, quoi qu'il arrive, s'intéresser à la logistique qui est le squelette de l'expérience, si on veut, parce que tout s'orchestre autour de ça. Tout à l'heure, ce qu'on était en train de rappeler, les expériences que tu citais, Alain, c'est forcément avec une couche logistique très très forte, parce qu'avec toutes les bonnes idées du monde, si ça marche pas, ça casse tout le reste. Aujourd'hui, dire qu'on va faire du ship from store, dire que on va, quel que soit l'entrepôt, l'attaquer d'une manière intelligente. Tout à l'heure, quand on évoquait, tu rebondissais dessus, d'ailleurs Jean-Michel, par rapport à cette exposition, j'allais dire, de l'opportunité, et ça va jouer un peu à la réactivité du point de vente qui, lui, va dire, oui, c'est moi qui vais préparer ça. Ça répond aussi à une réalité de terrain. J'imagine que vous n'avez pas fait ça par hasard, dans le sens où il va y avoir un magasin qui sera en mode rush parce qu'il y a beaucoup de clients et qui sera pas en disposition parce que derrière, il va falloir préparer cette commande et assurer la promesse, alors qu'un autre qui est sur une proximité géographique raisonnable, lui aura le temps d'aller regarder, et lui, il sera très content d'avoir cette nouvelle opportunité qu'il n'avait pas avant. Mais par contre, derrière, in fine, quoi qu'il arrive, on va arriver à une étape de paiement. Qu'elle se fasse à distance, sur réservation ou alors à la récupération, comment bien déboucler cette expérience de paiement. Et c'est là où j'en venais au rôle justement du responsable des paiements. Si lui, il ne comprend pas cet usage-là, les contraintes des autres métiers pour assurer cette couche logistique et l'expérience du client in fine, il va rester en mode, d'accord, quand vous arrivez au paiement, appelez-moi, je vous dirai ce qu'on va faire. Et là, ça marchera pas. Et c'est ce que rappelait Bruno. Pareil, sur l'expérience de fidélisation, s'il ne va pas s'intéresser, d'ailleurs, je sais pas, depuis tout à l'heure, je dis il, c'est très misogyne, c'est enfin il, elle, enfin, voilà. L'humain qui va s'occuper de cette tâche, à qui incombe cette responsabilité, bref. Il va falloir aussi qu'il s'intéresse au vécu de ce client, à toutes les datas qu'on a pu accumuler par rapport à ce client pour personnaliser son expérience à travers tous les touchpoints, et puis être capable de justement de le cueillir au niveau du touchpoint qu'on n'aura pas nous décidé. Nous, on expose les touchpoints, c'est pas nous qui décidons, c'est le client qui décide qu'il va, in fine, terminer, commencer, initier son expérience de paiement sur tel ou tel touchpoint. Et donc ici, ça appelle à toute la connaissance qu'il y aura sur ces éléments-là. Pareil, c'est ce que je rappelais tout à l'heure par rapport à ce qu'il apportera aussi, mais là, on revient beaucoup plus sur, on va dire, entre guillemets, sa zone de confort, qui est la connaissance des règles qui incombent aux différentes méthodes de paiement. Et il viendra dire, d'accord, sur tel canal, on va plutôt privilégier cette expérience plutôt que tel autre. Ici, si on, par exemple, il y a un exemple typique qui rejoint l'usage du social selling, c'est typiquement si on prend celui de WeChat Pay. Aujourd'hui, nous, Européens, on pense que peut-être que WeChat Pay, si on ajoutait le petit bouton, ça fonctionnerait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que les vrais utilisateurs de WeChat Pay, eux, ils achètent dans l'application. Et c'est pas le malheureux bouton qu'on rajoutera. Et donc ici, ça nécessite une connaissance de la méthode de paiement, mais des usages de la méthode de paiement. Si on s'arrêtait juste à la méthode de paiement, on va dire oui, j'ai mis le joli bouton de WeChat Pay, donc j'ai fait le job. Alors que non. Et pour le faire, ça veut dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, aller dans l'usage. Et donc, ce sera ça le nouveau, pour moi en tout cas, ce sera ça le nouveau rôle de l'architecte des paiements, on va dire. J'ai quelques questions supplémentaires, mais qui sont aussi issues du chat. En fait, tu as parlé de réservation à un moment, et je vois une personne, effectivement, qui posait question sur les spécificités dans le secteur du travel, du voyage à forfait, l'hospitality. Comme tu as parlé de réservation, c'est peut-être bien de refaire le lien justement sur les spécificités paiement propres à ce use case-là.
Sur ce use case-là, encore une fois, on aura des spécificités à la fois du use case et de la méthode / moyen de paiement utilisé. Sur la carte, on va retrouver des notions de pré-autorisation qui viendront se déboucler une fois le client arrivé pour justement confirmer la transaction avec un montant qui soit inférieur, voire même sur le travel, ils ont quelques latitudes pour aller chercher un petit pourcentage en plus pour couvrir justement des consommations au-delà de ce qui était convenu. Donc, on va retrouver cet usage-là sur d'autres expériences ou sur d'autres méthodes de paiement. On va retrouver aussi la possibilité, si on va sur un environnement un peu plus peut-être SEPA, sortir un peu de la monétique, si on va aller sur le virement, ben, on va retrouver des méthodes qui sont irrévocables, typiquement l'instant payment. Maintenant, l'irrévocabilité, de cette méthode, on reste quand même protégé parce que ce qui a été ajouté sur la nouvelle version du rulebook, c'est qu'en cas de fraude, cette histoire de non révocable, c'est terminé. Et en cas de fraude, on continue, quoi qu'il arrive, de protéger le client et il y aura autour des fonds. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois aller prendre, j'ai envie de dire, si je reviens à ta première question qui était le nouveau rôle du responsable des paiements, c'est vraiment prendre toute l'expertise qu'il a et la maîtrise qu'il a des flux, des méthodes, des spécificités de chacune de ces méthodes et d'aller marier ça avec l'usage et l'expérience du client pour justement servir au mieux cette expérience qui, quoi qu'il arrive, elle sera plus complexe parce que nos canaux, on va dire. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, la notion de rulebook, je crois qu'ils sont revenus à 13 mois pour les transactions frauduleuses. Hein. C'est ça, frauduleuses, effectivement. Ouais. Et étendu au virement. Pour le coup, bon, je parle pas de la métique, parce que vu les codes de rejet possible, on va y passer 3 heures. Effectivement, il y a eu des adaptations déjà du régulateur en faveur des usages qui sont à venir, particulièrement, et qu'il faut déjà appréhender. Cas justement de ce fameux recall qu'on appelle pour le coup entre établissements financiers, cette notion de recall qui s'étend à 13 mois quand même. Dès lors, on va passer sur un usage de virement qui est encore je veux dire, à l'état de décollement, d'accord? Alors, compliqué quand même. Compliqué de choisir un prestataire paiement dans cet environnement. Hein. Justement, c'est une des questions qui se posent. En France, sans regarder le chat. Si je veux ajouter un point, il y a peut-être, je crois que vous avez raison, là, il y a un sujet de technique, il y a un sujet d'homme. Je pense qu'il y a un vrai sujet en préambule, c'est un sujet de gouvernance. Ça veut dire que quelque part, une entreprise, une enseigne, une marque s'est installée avec des canaux au fil de l'histoire. Donc c'est un vrai sujet de gouvernance, je dirais au top management, de prendre une décision et de poser le sujet, est-ce qu'on veut, et comment on veut aller vers l'omnicanal. Ça veut dire qu'il faut effectivement fédérer, être cohérent, avoir un cahier des charges qui est unique. Il n'y a pas deux donneurs d'ordre vers l'IT. Hein. Il n'y a pas le retail qui va donner ses prérogatives et le e-commerce qui va donner les siennes. Il faut que ça soit vraiment orchestré. Donc c'est un sujet quand même de communication, de décision et d'organisation. C'est juste en préambule, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Et de formation des équipes, hein. On en parlera. Exactement. Exactement. Justement, une des remarques sur le chat, parce que Bertrand, tu l'as bien vu, effectivement, je ne vais pas dessus, mais en tout cas, tu as bien décrit le sujet, c'est l'impact du choix du PSP pour supporter les parcours omnicanaux. C'est ça hein, la question qui est posée. Est-ce qu'avoir un PSP identique, plus encore plus précis, entre e-commerce et retail, c'est indispensable ou recommandé? Bon, là, Egbel, je crois que je ne peux que m'adresser à toi. Alors, ouais, très sûr. Allez, on va démarrer. Combien de temps j'ai pour répondre? 2 minutes, d'accord. Ok, c'est chaud. Alors oui, effectivement, très très bonne question. Et alors je sais que il y a une théorie, il y a en tout cas un discours commercial qui est poussé par plusieurs justement PSP de dire que l'omnicanalité c'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que je couvre le physique, le e-commerce, voire même la marketplace et donc voilà, chez moi c'est royal, ça va aller tout seul. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je vais pas vraiment revenir et relister toutes les raisons qu'on vient d'évoquer parce que non, l'omnicanalité, ça sera pas un sujet comme tu disais en introduction, Anthony, un sujet dont pourra s'emparer le champion de la caisse, le champion de paiement ou même le champion de l'OMS. Non,
C'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que ça, qui est beaucoup plus global. Et il faut toujours garder en tête qu'on orchestre une expérience et un parcours client et non pas en interface des applications ou des modules. Si on est dans de ce mindset-là, je pense qu'on va droit dans le mur. Maintenant, si je reviens à cette histoire de choix justement du PSP, et si on en revient à l'essence même de l'omnicanalité qui est celui de l'orchestration du parcours et donc des données du parcours, je ne vais pas dire des données du client, mais vraiment des données du parcours, on va en revenir à cette notion d'orchestration. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien prendre le champion de la proximité, un champion du e-commerce, le champion de ce que vous voudrez par rapport à, par exemple, à une méthode de paiement bien déterminée, sur une géographie bien déterminée, parce que c'est ça aussi le sujet. Parce que si on est une enseigne globale, parce que cette question, elle a différentes facettes, c'est pour ça que j'ai demandé combien de temps j'avais. Donc, si on est, plus que 30 secondes, d'accord. Donc, en fait, si on est sur un marchand franco-français, on ne va pas aborder cette notion d'omnicanalité que si on est un marchand global, forcément. Et donc ici, si on est sur un modèle global, forcément, il y a de fortes chances qu'on soit déjà en mode multi-PSP. Donc, comment je conjugue ça au temps de l'omnicanalité? Ça aussi. Et donc, j'ai envie de dire, pour faire très simple et très court, c'est que il faut, quoi qu'il arrive, avoir un rôle d'orchestration. Alors, que cette orchestration soit portée par l'un des PSP en place ou bien par un orchestrateur, un pure player de l'orchestration du paiement, ça peut fonctionner. Différentes architectures, il n'y a pas une réponse. Il y a une question, mais plusieurs réponses sont envisageables. Maintenant, il faut rentrer vraiment dans l'usage. Est-ce qu'on voudrait offrir comme expérience client? Et c'est dire, si je résume tout ça, c'est de dire, d'accord, comment m'assurer, quoi qu'il arrive dans mon architecture des paiements, de collecter, remonter et surtout réexposer les bonnes références aux bons touchpoints. Les bonnes références, ça veut dire quoi? Ça peut être la tokenisation de la carte, ça peut être le merchant ID, ça peut être l'ID de la caisse, ça peut être plusieurs références qui vont me permettre justement de immédiatement contextualiser ce que je suis en train de traiter en ce moment et de le traiter de la meilleure des manières, étant donné le touchpoint dans lequel je suis en train d'interagir avec mon client. Ce sera ça, en fait. Tu parles d'orchestrateur, moi je parle aussi d'agrégateur du service de PSP. Oui. En termes de hiérarchisation, parce qu'il y a ces nouveaux acteurs là aussi qui sont rentrés un petit peu dans le champ justement des paiements. C'est peut-être pour redéfinir peut-être sa place, peut-être certains orchestrateurs vis-à-vis des PSP. Et effectivement, c'est un agrégateur de services de PSP. Complètement. En fait, c'est un service d'agrégateur. À la fois, il va avoir typiquement le rôle de dire, d'accord, dans ce contexte-là, pour ce client-là, avec ce panier-là, avec ce montant-là, je vais plutôt mettre en avant, privilégier telle méthode de paiement que je vais déboucler à travers cette route-là. Je vais passer par tel PSP parce que derrière, il y a tel acquéreur et ainsi de suite. Ça, c'est une des casquettes que porte ce fameux orchestrateur. Mais derrière, et j'en reviens à l'histoire de la donnée, c'est que justement, quand on est en cross méthode de paiement, quand on est cross PSP, pire encore cross géographie, on va se retrouver avec des taxonomies différentes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'une des casquettes aussi très importantes que portera cet orchestrateur, c'est de dire, d'accord, moi j'orchestre ces flux-là, mais derrière, il va bien falloir réconcilier. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, réconcilier dans ce contexte-là, ça voudra dire avoir un back-office unifié avec l'ensemble de ces transactions pour que je puisse à la fois réconcilier d'un point de vue comptable financier, mais aussi réconcilier et servir les autres usages, à savoir, moi, le client, je pourrais derrière restituer la bonne information par rapport à tous ces usages cross, comme j'ai dit, méthode, PSP et géographie. Parce que il faut comprendre que si on est sans cette couche, en tout cas d'agrégation, ce rôle de hub, peu importe qui le joue, qu'est-ce que ça veut dire si je reviens à l'échelle du client? Ça veut dire que j'ai tokenisé, si je reprends encore le cas simple de la carte, j'ai tokenisé ma carte dans un contexte donné via un PSP. Pour peu que ça se déboucle chez un autre PSP, je suis pas reconnu parce que le token, il a été produit par ce PSP-là, alors que moi, en fait, le client n'a pas cette notion de PSP, il a une notion de marque. Il ne comprendra pas qu'une fois on le reconnaisse et sur un autre canal, on ne le reconnaisse pas. C'est ça, en fait. Non, mais c'est ça. Non, mais je pense que le vrai sujet, peut-être plutôt que le PSP, en lui-même, est-ce qu'il doit y en avoir qu'un, mais on sait bien que c'est pas forcément le cas, c'est la capacité à traiter le paiement dans ce contexte de l'omnicanalité, parce que le client, lui, il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre que son remboursement, parce que, par exemple, ce sujet
Dans l'évolution du commerce, hein, il y a un sujet énorme, énorme levier à traiter absolument, c'est le sujet du remboursement. Oui. Qui plein d'aspects là-dessus, hein, des aspects logistiques, mais c'est un peu la clé, hein, c'est une grosse clé de fidélisation, comme le connaissent tous les gens qui travaillaient quand on appelait ça la vente par correspondance. Donc, vu l'ampleur du phénomène, ce sujet-là, par exemple, qui est très paiement, c'est impossible de mal le traiter. Donc alors, est-ce que ça veut dire que il faut un seul PSP qui couvre tout? Alors ça, c'est un peu compliqué, mais la réalité, c'est que probablement, soit on a les moyens en tant qu'entreprise, en fonction de sa taille, de donner cette dimension et de choisir des PSP qui justement vont être capables, parce qu'ils sont capables de communiquer. Ça, il faut qu'ils aient cette sensibilité-là eux-mêmes. Hein. Donc, ou bien on est capable de le faire, donc choisir d'orchestrateur ou d'orchestrer soi-même. Si c'est pas le cas, on a plutôt intérêt en fait à choisir un qui, pas forcément dans le discours, enfin le discours c'est très bien, mais dans les actes, est réellement en capacité de produire un service qui tient compte de l'omnicanalité. Complètement. Pour englober tout ça, il y a des soucis ou des enjeux réglementaires importants. Hein, et on a parlé de la réglementation liée au paiement, hein, mais il y a la CNIL, hein, toutes ces datas qui vont circuler d'un PSP, dans un container commun à tous les canaux. Voilà, il y a des problématiques. On voit tout récemment la publication du livre de la CNIL sur les données de paiement. Voilà, enfin, ça, je le mets juste. RGPD, etc. Voilà, RGPD, DSP2, et puis sécurité, mais IDSS, si on se met à stocker de la donnée de paiement, il y a des choses à. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de fraude, mais l'omnicanalité dans les paiements, c'est aussi améliorer ses capacités de lutte contre la fraude. Hein. Je touche du doigt un sujet important, on parlait de remboursement, on parlait de règles, il y a la garantie de paiement derrière qui est portée par le paiement aussi, qui est un des points centraux dans le sujet et qui impacte fortement. On parlait de front back, il y a aussi l'approche back office, traitement des opérations dans l'entreprise, qui a un coût faramineux. Donc forcément, quand on adresse une méthode de paiement locale, il faut aussi avoir la lecture de toutes les garanties qu'elle offre aussi derrière. Enfin, c'est toute cette connaissance-là aussi qu'il faut acquérir, parce qu'on étend la connaissance extrêmement loin. Et globalement, on a des espaces finalement. On parlait du front, du back, on a un espace qui est effectivement le front. On est quelque part visible, c'est la relation client, c'est l'adhésion, c'est l'achat, c'est le paiement. Mais ça peut être aussi un espace, le deuxième espace, c'est tout ce qui est back-office qui a permis de le faire. Et ça veut dire qu'il faut véritablement avoir un cockpit, quelque part, en back-office, pour regarder, pour piloter, pour observer, pour réagir, pour interagir, puisque c'est pas un seul canal, c'est plusieurs canaux. Où est passée ma cliente, où est passée ma commande, où est passée ma livraison. Donc c'est un vrai cheval de bataille. Et puis un troisième espace, finalement, qui est la satisfaction, ce que tu disais, Jean-Michel, autour du remboursement, ou quelle que soit la doléance, hein, de la cliente ou du client, a posteriori, c'est effectivement cet espace de pouvoir y répondre et de satisfaire pleinement pour finalement remettre le client au cœur de la marque pour une nouvelle expérience. C'est ces trois espaces-là qui sont assez majeurs finalement, que l'on doit appréhender et appliquer. On a bien. On a fait une partie de la dernière question, donc c'est très bien. Qui était le rôle des PSP, justement. Oui, ce qu'on attendait d'eux. J'ai envie de dire, on peut même faire un résumé en trois rôles de ce qu'on attend d'eux. Et ben, je te donne 30 secondes de donner 3 rôles des PSP, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'eux principalement l'orchestration pour moi. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il orchestre cette donnée. Hein. Je ne parle pas de l'orchestration des PSP et tout ça, c'est un autre aspect, c'est vraiment l'orchestration de cette donnée. C'est assurer la traçabilité aussi de cette donnée et la bonne véhiculation des bons ID à travers les différents touchpoints. Et puis aussi de jouer leur rôle
d'apporter la bonne méthode via le bon canal à travers le bon usage. Et non pas juste ce que je rappelais tout à l'heure, juste le malheureux bouton qu'on exposerait en disant oui, je sais faire ça. C'est pas ça ce qu'on attendra d'eux, clairement, dans le cadre de cette expérience. Le rôle du hub, la traçabilité et l'usage. C'est ça que je retiens. Ok. 10h59, effectivement, le mot peut-être de la conclusion. Je vais commencer par toi, Alain. Du coup, là, je reviens à la question initiale. L'omnicanalité, est-ce que c'est un sujet de prestataire? Comment tu répondrais dans la conclusion? C'est pas seulement. On a bien vu qu'on a plein d'acteurs. On a plein d'acteurs qui sont en bas, en front, devant, derrière, à droite, à gauche. C'est un sujet transverse, donc inévitablement, pour que la fluidité soit là, il faut que ça soit une vraie association, un vrai partenariat avec tous les acteurs, que ce soit interne ou externe. Et effectivement, aussi interne dans la communication et dans les échanges entre les hommes et les femmes pour la relation de proximité et pour que le client comprend et s'y retrouve. Donc ça, la communication est effectivement très, très importante. Et puis, quelque part, je dirais, c'est le no-canal, hein, ce qu'on évoquait, ce que tu évoquais au début de la séance, c'est de dire finalement, on gomme les canaux, parce que si on réussit, c'est le no-canal, on a un client et une marque, et on a effectivement une adhésion. Merci. Jean-Michel, est-ce que tu dirais pour Moi, je dirais deux choses. Je dirais parcours. En fait, c'est trois mots. Donc, il faut s'obséder sur les parcours. Ça c'est sûr. Repartir, donc j'ai dit ça, que les clients, et non pas des consommateurs, des clients, voilà, font d'une enseigne. C'est ça la clé. Si on traite les choses comme ça, évidemment le fil arrive tout seul. Et mon deuxième point, c'est que je propose qu'on fasse un webinaire sur le sujet de l'orchestration. Parce que tout le monde commence à. C'est le mot de l'année 2022 là. Ouais. Je veux dire, on a eu omnicanalité. Maintenant, le mot de l'année, c'est orchestration. Va falloir quand même peut-être préciser le concept. Oui, c'est ça. Mais je propose ça comme webinaire. Si ça vous intéresse, creusons ce sujet de l'orchestration. Oui, complètement. Je me sens le Voilà. On a déjà la suite. Bruno, tous architectes? Ouais, ça, un jour, même si ça me mettrait peut-être au chômage, mais ça serait parfait. Ça serait une très très bonne nouvelle si tout le monde faisait ce métier. Non, le mot pour conclure, moi j'ai beaucoup aimé les discussions sur l'unification des PSP. Je suis pas un expert du paiement, mais c'est une tendance que je vois dans l'ensemble en fait des domaines métiers qui adressent l'omnicanalité, c'est la tentation de répondre à mes enjeux d'omnicanalité par une unification d'un gros prestataire qui va me faire toute ma relation client, qui va me construire lui magiquement ma vision 360 clients, qui va répondre à tous mes cas. Le champion là-dessus étant évidemment Salesforce, qui propose à la fois un site internet, un CRM, une base client, qui propose de faire absolument l'intégralité. C'est forcément simplificateur et on a des SI qui ont atteint des tels niveaux de complexité qu'il y a des vrais leviers à aller chercher des plateformisations, à mutualiser les fonctions, à mutualiser des partenariats, mais il faut quand même le faire en sachant qu'on va forcément perdre en spécialisation et donc aller toujours bien se poser la question de dire qu'est-ce que je plateformise parce que j'ai besoin de génériciser mes fonctions et l'industrialiser. Qu'est-ce qui fait ma différence? Quels sont les points où j'ai vraiment une connaissance, une avance sur mon marché là-dessus? Et donc, je vais aller chercher des plus petits éditeurs, je vais aller chercher des plus petits partenaires pour aller faire une expérience vraiment sur mesure. Donc voilà, bien gérer ce double niveau dans l'unification des prestataires qu'on choisit. Merci Bruno. Iqbal, du coup. Ouais, le mot de la fin, je pense que c'est au-delà même des paiements, c'est ce que rappelait Alain et Jean-Michel. C'est avant tout, il faut toujours se rappeler que c'est une relation entre un client et une marque. C'est de ça qu'on parle, quel que soit le canal, quelle que soit l'expérience et le touchpoint. Et une fois qu'on a dit ça, je pense que une des clés de réussite, ça sera de se dire, ça rappelait ce que tu disais, Jean-Michel, parcours. Moi, je le dirais dans le sens où il faut juste à chaque fois, à tous les étages et dans chacune des fonctions, se rappeler que le client qu'on est en train d'essayer de servir, lui, il n'a aucune notion de canal. Il ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Il n'a encore moins aucune notion de ce que c'est qu'un stock unifié et encore moins de base de données. Donc tout ça, lui, ça le regarde pas. Lui, il veut être connu, reconnu à travers toutes ces interactions et bien servi. Bertrand, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant que je conclue?
Oui, ce qui unifierait tout ça, c'est la stratégie quand même. Hein. Alain l'a dit un petit peu. Il faut vraiment un impact et un influx au plus haut niveau pour impacter une démarche omnicanal, multicanal, peu importe comment on l'appelle. Donc une stratégie forte. Et puis les équipes aussi. Hein, j'en ai un petit peu parlé. La formation. Hein. Moi, j'ai un petit cas justement avec One Stock. Je me souviens d'un atelier où il expliquait que les réglages avaient été mal faits et les magasins se précipitaient le matin, même s'ils n'étaient pas dans la zone de chalandise, pour servir le truc, parce qu'ils avaient plus de clients, les magasins de centre-ville. Et du coup, les gens des boutiques, ils avaient tiré parti de ces fonctionnalités de l'e-commerce en boutique et ils se jetaient sur les offres pour pouvoir les servir. C'était pas forcément ce qui était mieux pour la marque, parce qu'il y avait une espèce de concurrence malsaine, des effets de bord entre les boutiques et le client n'était pas forcément bien servi. Donc attention à toute cette orchestration au plus haut niveau avec la stratégie et avec des règles métiers fortes. Si je dois essayer de porter une conclusion, du coup, et des conclusions. J'entends que c'est un sujet qui touche la gouvernance, qu'il doit y avoir autour d'une même salle la gouvernance de l'IT, la gouvernance de la finance, la gouvernance des métiers, marketing, commerce, paiement, un peu à l'image de ce qu'on a aujourd'hui. Et si je dois la ramener au sujet paiement, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est que finalement le responsable des paiements sera aussi responsable d'aller sur des terrains qui jusque-là étaient comme l'univers du paiement siloté. Donc il doit aller plus loin dans sa démarche et pas uniquement maîtriser le moyen de paiement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs par les offres de services qu'on vient en face. C'est-à-dire qu'il y a un changement, il y a une mutation de la fonction de la personne. Voilà. Donc voilà pour le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation. Et puis on n'a plus qu'à se dire à bientôt. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.